immigrants, la plupart des immigrants, ils font ce qu'on appelle une évaluation comparative de leur diplôme. Donc, moi, j'avais une licence au pays et une maîtrise. Ici, ça m'a donné un baccalauréat en administration des affaires, donc au niveau universitaire. Mais j'ai été obligé de faire un certificat d'1 an en planification financière avant de pouvoir occuper un poste confortable dans le secteur financier. Donc, que ce soit vous voyez, venez ici pour les études ou autre chose, à un moment donné, vous serez obligé d'aller aux études. C'est ça qui vous permet de comprendre le système et de mieux vous intégrer. Alors, si vous avez l'acceptation de l'université de l'admission, il faut aller chercher maintenant le certificat d'acceptation du Québec. Et il faut comprendre que ceci, c'est seulement pour le Québec. Si vous voulez étudier dans une autre province comme l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, vous n'avez pas besoin de certificat d'acceptation. Dès que vous avez l'admission de l'université, vous pouvez directement aller demander votre visa. Alors, ici, il faut comprendre que l'obtention de certificat d'acceptation, ça se fait aussi en ligne et il faut vraiment lire les conditions du CAQ parce qu'il y a beaucoup de choses dedans qui peuvent vous bloquer dans le montage de votre dossier ou qui peuvent diriger le montage du dossier et la demande du permis d'études. Il est bon de savoir qu'il y a 3 rentrées au Canada en général. Il y a la rentrée d'hiver, la session d'hiver qui commence en janvier, et la session d'été qui commence en mai, et la session d'automne qui commence en septembre. Souvent, la grande rentrée, c'est la rentrée de septembre. Donc, la formation que vous voulez faire, que vous avez choisie, il faut vérifier aussi pour quelle session c'est disponible. Par exemple, si actuellement, votre formation est seulement disponible pour la session d'automne, donc automne 2023, tout est fermé pour l'international. Donc, votre rentrée va aller en septembre 2024. Quand je dis septembre, ce n'est pas rigoureusement le mois, ça peut être à la fin du mois d'août aussi. Alors, pour obtenir le certificat d'acceptation, ça se fait au Québec. Ici, c'est quand même 2 plateformes. Il faut aller faire la demande et payer les frais dans une autre plateforme et envoyer les documents sur une autre plateforme. Il y a un engagement à remplir sur le site. C'est une déclaration d'engagement. Il faut joindre le certificat d'admission de l'université ou du collège et la première page de son passeport. La durée ici, ça peut aller jusqu'à 35 jours ouvrables avant que vous ayez votre CAQ. Donc, il faut s'y prendre tôt. Si votre projet est effectif, il faut s'y prendre tôt parce qu'il y a beaucoup de délais qui peuvent vous intervenir dans le processus de demande. Alors, après, maintenant, il faut aller demander le visa, le permis d'études. Et lui se demande au niveau de l'immigration, au niveau du Canada. Donc, ici, c'est important de souligner que le Canada est une fédération. Donc, il y a les provinces qui sont autonomes, qui ont leur autonomie de gestion et autres, mais il y a certains aspects du pays qui est géré par le Canada global, donc la fédération. Donc, ici, vous allez entendre parler de fédéral, de provincial. Donc, c'est 2 niveaux de gouvernement distincts. Le fédéral, donc, le gouvernement qui gère tout le pays, c'est eux qui gèrent un peu tout ce qui est lié à l'immigration, au passeport, à la monnaie, à la sécurité, aux affaires étrangères. Et au niveau du province, c'est beaucoup plus la santé, l'éducation et les services de base. Donc, quand vous faites toutes vos démarches au niveau de la province, il faut aller demander le visa auprès du fédéral. Ici, il faut avoir une logique dans votre projet parce que vous devez justifier auprès de l'agent d'immigration à travers vos documents, votre projet professionnel ou académique. Pourquoi vous voulez venir étudier au Canada? Et est-ce que vous avez assez de moyens pour faire les études? Et les études universitaires au Canada, pour les étudiants étrangers, ça coûte vraiment cher. Donc, vous devez bien préparer votre projet et faire votre budget pour savoir est-ce que moi ou mon garant financier, ceux qui m'accompagnent dans mon projet, ont de l'argent. Vous et moi, on sait que l'objectif, c'est de rester ici plus longtemps, c'est d'avoir la résidence et la citoyenneté. Mais il faudra montrer que oui, vous venez pour étudier et après vous retournez. Mais il y a beaucoup de programmes qui existent qui vous permettent de rester après vos études. Donc, vous devez prouver et expliquer votre projet professionnel et vous devez prouver à travers les documents que vous avez les moyens. Ici aussi, ça se fait purement en ligne. Vous n'avez plus la possibilité de déposer vos dossiers en papier
sauf pour des rares cas. Donc, la demande se fait en ligne, le suivi, tout est en ligne. Et vous n'aurez pas peut-être d'entrevue à faire dans ce processus. Alors, donc, les documents fournis ici, donc c'est la lettre d'admission de l'école, la lettre de CAQ, si c'est pour le Québec. Il faudra faire une lettre de motivation pour expliquer, donner son passeport, ses documents d'identité. Il y a les photos à faire, les diplômes et les relevés que vous avez utilisés pour demander votre demande, pour faire la demande d'admission, vous devez mettre. Vous devez monter un dossier financier. Le dossier financier, vous devez prouver que vous avez déjà l'argent pour couvrir vos frais d'études pour la première année. Les frais d'études et les frais de subsistance. Parce que vous allez étudier, vous allez vivre. Donc, il faut prouver les deux. Et la possibilité de mobiliser l'argent pour les autres années. Si votre formation, par exemple, c'est pour 2 ans, vous devez montrer que vous avez l'argent pour la première année et que pour la deuxième année, vos garants ont la possibilité de mobiliser. Donc, ça se fait souvent à travers les comptes bancaires, les lettres d'emploi. Il faut aller faire les lettres de prise en charge qui peut être notariées. Ici, il y a vraiment des délais de traitement au niveau des bureaux de visa. Ça peut aller de 6 mois à 9 mois. C'est pourquoi tantôt j'ai dit qu'il faut commencer vraiment tôt. Et toutes les communications se font par courriel. Donc, il se peut que l'agent de l'immigration vous appelle directement pour poser une question, mais souvent, ils envoient un mail s'ils veulent avoir des questions. Si vous avez un bon dossier, c'est très rapide, ça passe. Alors, après ça, maintenant, vous avez votre visa, vous pouvez voyager, venir au Canada. Le visa, il donne, je dirais, quand vous avez le permis d'études au Canada, vous avez aussi le permis de travail. Donc, ça vous permet de travailler hors campus ou sur le campus pendant votre durée d'études. Parce qu'ils ont besoin de la main-d'œuvre au Canada ici et permettent aux étudiants de travailler. Donc, c'est ce qui est vraiment important dans le projet parce que vous avez le permis de travail. Ça vous permet d'étudier le matin et d'aller travailler le soir. Mais vous ne devez pas baser votre processus académique au Canada sur le travail que vous devez faire. C'est vrai que c'est une possibilité et ça vient bonifier votre expérience, mais cela ne devait pas être basé sur ça. J'ai voulu parler des bourses parce que vous allez entendre tellement de choses, l'auto et Canada, l'auto-RI, Québec, et bourses d'études au Canada et autres. Je vous dirais, les bourses, il y en a qui sont données par l'école, qui sont données par les gouvernements, mais vous ne devez pas baser votre processus d'immigration sur la bourse parce que ça ne va jamais couvrir. Si vous avez la bourse au niveau de votre pays, donc c'est l'État de votre pays qui vous donne la bourse, ça c'est bien, ça peut vous couvrir. Mais la plupart des bourses qui sont données ici au niveau de l'école ou de l'université, ça ne permet pas de couvrir les frais de formation. Donc, si vous voulez faire votre projet d'immigration au Canada à travers les études et vous attendez à avoir une bourse avant de le faire, vous n'allez jamais pouvoir le faire. Vous allez tomber sur des gens qui vont vous donner de fausses informations, qui vont vous arnaquer, qui vont vous prendre de l'argent et vous n'aurez jamais la bourse. Actuellement, il y a des frais de formation qui sont réduits au niveau du Québec pour des domaines informatiques, génie, santé, services sociaux, éducation, services de garde, éducatif à l'enfance. Donc, les frais de formation sont réduits, c'est subventionné. Au lieu de payer un montant pour les frais de formation, la scolarité, on vous réduit cela. Donc, ça vient compenser, mais ça ne vient pas totalement couvrir les frais de formation. Comprenez un peu? Et à côté, même si vous avez la formation, vous avez l'exemption des frais, il y a les frais de subsistance. Donc, ce qui montre qu'à un moment donné, vous aurez toujours à débourser de l'argent pour votre projet d'études au Canada et au Québec. Donc, faites très attention à ceux qui véhiculent des messages sur les réseaux sociaux, Bourse Canada, qui envoient des formulaires. Il y a tellement de personnes qui se font prendre que vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, très important, en voulant faire votre projet d'études, il faut faire un projet, il faut faire votre budget, il faut avoir la capacité financière de le faire. Si vous avez la bourse, c'est l'exception, ça va vous aider. Alors, les études au Canada et l'anglais. C'est très important pour moi de parler de cet aspect parce que je vous ai dit, au Canada, nous avons 10 provinces
3 territoires, donc un peu 13 structures régionales. Et ces structures, c'est seulement le Québec qui est francophone. C'est seulement au Québec que le français est à la tête. Dans les autres provinces, oui, on parle le français, mais un très peu. Donc, et je vous ai dit aussi que c'est pour le Québec qui est particulier. Donc, si vous voulez quelque chose de plus simple, avoir assez rapidement au papier, ben, le mieux, c'est d'aller dans les autres provinces. Mais dans les autres provinces, c'est l'anglais qui est étudié. D'où l'importance de ce que vous faites avec ce protocole, apprendre l'anglais. Ça vous sera vraiment utile si vous orientez votre immigration vers les autres provinces. Mais si vous trouvez une école qui fait la formation en français dans les autres provinces, ben, vous allez vivre, la plupart des gens que vous allez rencontrer vont parler anglais. Donc, si vous avez une maîtrise en anglais, c'est beaucoup plus, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Vous avez la possibilité de faire d'autres formations qui ne sont pas au Québec. Les systèmes aussi de formation sont beaucoup moins rigoureux. Et vous avez la facilité d'avoir la résidence permanente. Je vous donne un exemple. Il y a une province qu'on appelle le Nouveau-Brunswick. Quand vous êtes étudiant étranger là-bas et vous finissez vos études et vous trouvez un travail, après 6 mois, vous pouvez demander la résidence permanente. Ce n'est pas la même chose au Québec. Donc, chaque province y va avec ses procédures pour donner les papiers. Mais tout est, il faut savoir que le fait que vous maîtrisez l'anglais, ça vous donne beaucoup de possibilités. L'autre chose ici qu'il est important de dire, si vous avez votre permis d'études, vous faites vos formalités d'études pour une admission ou une province et vous avez votre permis d'études, une fois ici au Canada, vous pouvez aller étudier n'importe où au Canada parce que le permis d'études est pour le pays. Ce n'est pas seulement pour l'université, ce n'est pas seulement pour l'école. C'est vrai que dans vos dossiers, c'est ce qui est écrit. Donc, vous pouvez demander, faire la formalité pour le Québec et arriver ici, vous trouvez que, bon, avec mon niveau d'anglais, je vais aller dans une autre province où rapidement faire ma formation et avoir les papiers. C'est possible d'aller chercher une admission dans la province, sauf qu'avant de commencer les cours, il faut écrire à l'immigration pour changer le nom de l'école dans votre dossier là-bas. Vous devez aussi respecter le niveau d'études. Donc, si vous avez fait vos formalités pour le niveau collégial, vous devez chercher un collège. Si vous avez fait pour le niveau universitaire, vous devez chercher une université. Alors, ben, avec Spotify, il y a quand même un processus qui est en cours pour accompagner les gens. Et ce processus, c'est d'aider les gens à limiter tout ce qui est stress. Donc, tout ce qui est formalité, nous, on peut vous aider à le faire. D'abord, on regarde le projet avec vous pour savoir si le projet est tenable. Si le projet est tenable, donc on a un contrat de partenariat, on vous accompagne dans toute la procédure. On va chercher l'université ou le collège qu'il vous faut, faire toutes les formalités, le certificat d'acceptation, comme je dis, la demande de visa, on vous accompagne dedans. Parce qu'au niveau de la demande de visa, ben, il y a beaucoup de choses. Il y a la biométrie à faire, il y a la visite médicale, il y a beaucoup de formalités. Si vous avez la possibilité, vous trouvez que vous avez les moyens pour venir ici ou le projet, on peut vous accompagner durant tout le projet. Et ici, ben, on vient vous chercher à l'aéroport, vous êtes pour la recherche de logement, votre premier emploi, l'aide à l'inscription et l'orientation pour entamer la procédure de résidence permanente. C'est tellement important ici de souligner que la résidence permanente est liée à l'emploi que vous allez occuper après votre formation. Ce n'est pas qu'après la formation, vous avez la résidence. Non. La formation que vous faites vous donne accès sur le marché du travail. Et on obtient souvent un permis de travail post-diplôme. Et le plus vite que vous allez trouver cet emploi, et dépendamment du domaine, vous allez vite avoir votre résidence permanente. C'est un peu ce que je veux dire. Donc, peut-être que vous avez le projet d'étudier en langue ou, je ne sais pas, dans un domaine, anthropologie, mais ce domaine ne va pas vous permettre d'avoir rapidement les papiers. Donc, nous, on peut vous orienter vers des secteurs en tant que, ben, quand vous finissez la formation, que vous faites votre travail, vous pouvez avoir la citoyenneté. Donc, nous, on a cette possibilité de vous accompagner pour ceux qui ont des projets de ce genre. Alors, comme je disais, ce qui vous donne la résidence permanente, c'est la première étape avant la citoyenneté. C'est le travail que vous allez occuper après votre formation. Donc, dès que vous finissez votre formation, vous avez la possibilité d'aller sur le marché du travail, de demander un permis de travail si vous ne voulez pas rentrer chez vous.
vous ne voulez plus rentrer chez vous. Donc, il y a beaucoup de programmes qui vous donnent accès au marché du travail. Et plus vous durez sur le marché du travail, plus vous pouvez vite confirmer votre résidence permanente et accéder à la citoyenneté de façon légale. Je dis bien de façon légale. Parce que le Canada, c'est un pays de confiance et tout se fait de façon légale. Le jour où on a un peu de doute sur votre dossier, ils sont capables d'aller tout fouiller, de révoquer tout ce que vous avez comme autorisation. Les autres programmes qui existent, que le visa étudiant, par exemple pour les professionnels, il y a le visa de travail temporaire. Donc, vous pouvez rester en dehors du pays et chercher du travail ici. Et si vous le trouvez, votre employeur vous fait les formalités pour accéder au visa de travail temporaire. Le visa de travail temporaire, lui, c'est souvent un visa de travail fermé. Donc, quand vous venez ici, vous ne pouvez travailler que pour cette entreprise et dans cet emplacement. Ça vous donne moins de marge de manœuvre, mais c'est une possibilité aussi pour venir. Et après le travail temporaire, vous avez la possibilité aussi de demander la résidence et de rester plus longtemps. Aujourd'hui, le gouvernement a élargi le processus d'immigration à travers le visa de touriste. Et vous allez entendre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mais oui, c'est possible. Vous pouvez venir ici en tant que touriste et puis décider de rester. Mais il faudra aller chercher un travail, trouver un contrat de travail et faire vos formalités pour avoir un permis de travail fermé avec l'employeur. Donc, et si vous avez votre permis de travail fermé, ça englobe votre visa de touriste. Quand votre visa de touriste va arriver à échéance, vous n'avez plus la nécessité de rentrer parce que vous avez un permis de travail qui vous couvre pour la durée restante. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas pour tout le monde parce que les coûts de vie au Canada sont très élevés. Je dirais environ, il faut prévoir 1 million de francs CFA par mois pour vivre ici modestement. Je dis modestement. Donc, si vous êtes venu en tant que visa touriste et vous voulez rester ici plus longtemps, vous devez chercher du travail, faire les formalités. Les formalités, c'est au minimum 6 mois avant que vous ayez le permis de travail. Donc, pendant ces 6 mois, vous devez vous nourrir, vous devez manger, vous devez vivre, vous devez vous loger. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un ici qui vous héberge, qui vous prend en charge, et vous venez en tant que touriste dans ce projet de pouvoir rester ici, rapidement, vous allez rendre compte que vous n'avez plus d'argent. Rapidement, dès les premières semaines, votre argent est fini parce que si vous n'avez pas suffisamment de ressources financières. Donc, c'est beaucoup plus ceux qui ont de l'argent, qui sont capables de subvenir à leurs besoins pendant au moins 6 mois, mais qui veulent quand même venir ici en tant que touristes et pouvoir s'installer. Il y a les processus aussi de résidence permanente qui existent toujours, mais qui sont beaucoup plus fastidieux et qui prennent du temps. Je dirais même qui sont compliqués de jour en jour, mais qui existent aussi que vous pouvez faire pour venir ici de façon légale. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que je vais passer la parole à Géraldine. S'il y a des questions, c'est avec plaisir que je vais les répondre. Merci. Merci infiniment, M. Marie-Antoine. Merci pour votre présentation. Merci de vous être rendu disponible pour cette session aujourd'hui. Et merci également de nous avoir éclairé sur comment immigrer sur le. Comme M. Marie-Antoine l'a dit, si vous avez des questions, nous allons passer à la session pour les questions. Je crois que quelqu'un avait laissé une question dans la boîte à discussion. Oui. Oui, je vois une question. Donc, c'est une question de M. MKS. Alors, quel est le montant minimum qui pourrait couvrir la première année de formation et la subsistance pour une année? Alors, donc ici, c'est important de savoir que ça dépend aussi bien de la formation que vous voulez faire que de la province que vous allez rester, exactement. C'est toujours le Québec qui est la particularité et qui est le plus, je ne dirais pas compliqué, qui est particulier. Et donc, je vais prendre le Québec. Donc, si vous arrivez à avoir les ressources pour le Québec, ça veut dire que dans les autres provinces, ça devait être correct. Donc, les frais de subsistance, actuellement, au Québec, c'est 14 500 $. Ça équivaut un peu à 7 500 000 de francs CFA.
7 500 000, disons 7 200 000 de francs CFA pour les frais de subsistance. Donc, ça couvre votre logement, votre manger, les transports, la nourriture, j'ai cité, la santé, tout ce que vous aurez à faire ici comme activité. Les habits, c'est très important ici parce que à chaque 6 mois, vous devez changer votre garde-robe. Donc, on a les saisons, il y a l'hiver et puis il y a l'été. L'automne et le printemps, c'est comme l'hiver. Donc, vous avez 9 mois de période où il fait froid. Vous devez être dans les habits comme j'ai porté là. C'est des habits que vous devez porter en hiver parce que ça vous chauffe, c'est des gros habits et ça coûte relativement cher. Et vous avez 3 mois d'été. 3 mois d'été, pratiquement, il faut être sans habits parce qu'il fait tellement chaud. Donc, ça couvre tout ça, tout ce que vous aurez comme... Et ça, c'est le budget pour un citoyen moyen, quelqu'un qui veut vivre normalement. Quelqu'un qui veut, qui aime un peu le luxe, il doit pouvoir plus. Les frais de formation, ça dépend du niveau. Pour les collégiales, ça part de 7 500 $ à 10 000. Donc ici, on est entre 3 500 et 5 millions par session. Donc, si vous êtes aux études à temps plein dans ces 2 sessions, donc ça vous fait environ 15 000 $ par année pour le collège, donc 7 500 000. Et pour l'université, c'est 22 000 $. 22 000 $, ça fait 11 millions. Donc, c'est un peu ça, si je résume le tout par année de formation, les frais de formation et les frais de substance pour un étudiant en francs CFA. Donc, il faut prévoir environ 15 millions pour le niveau collégial et 25 millions, 20 millions, 22 pour le niveau universitaire. J'ai la main de M. Soumaïla, je ne sais pas si M. Ologem peut poser sa question. M. Soumaïla? Je ne vois pas. Je vois la main levée, mais je ne vois pas les questions. Peut-être ce que je vais ajouter, oui, il y a le nouveau qui lève la main. C'est le nouveau que je vois. Bonjour. Oui, M. Soumaïla, oui, bonjour. Vous posez votre question. Moi, c'est Soumaïla Ologem. J'ai un master en gestion durable du transport aérien. Okay. Donc, je voudrais savoir quelles sont les possibilités d'immigrer au Canada et travailler dans le domaine du transport aérien ou de l'aéronautique en général. OK. Je vous dirais pour vrai, je n'ai pas d'informations précises dans ce domaine. Je sais que l'aéronautique est vraiment développée ici. Il y a des universités, même depuis le collège, qui font la formation. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises ici qui fabriquent aussi bien, qui montent des avions ou des pièces pour les avions. Donc, je vous dirais, les possibilités, ça existe, mais ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez venir faire la formation ou est-ce que vous avez une expertise que vous voulez faire valoir au Canada ici? Donc, ça va vous orienter s'il faut aller chercher un contrat de travail avec une entreprise au Canada ici qui travaille dans l'aéronautique ou si vous devez passer par un visa étudiant. Donc, les deux sont possibles. C'est vous, en fait, qui donnez une ligne directive à votre processus d'immigration. Le Canada est quand même très, très bien prisé dans tout ce qui est aéronautique et lié aux avions. D'accord, merci. Okay. Merci. Alors, j'ai le nouveau. C'est pour aller travailler, en fait. C'est pour aller travailler, en fait. C'est ça mon objectif. OK. Je comprends. Donc, vous devez commencer par chercher un contrat de travail avec une structure qui est dans l'aéronautique ici. Je vous dirais, le Canada est vraiment pointu dans certains domaines. Donc, pour avoir la chance de décrocher vraiment un travail dans ce domaine, il faut que vous ayez une qualification qui soit prouvée aussi bien à l'international. Parce que souvent, dans nos pays, les formations que nous avons ne sont pas trop prisées. Donc, si vous avez une carte de visite à l'international, bien une formation qui est qualifiée à l'international, vous avez beaucoup plus de chances.
J'ai des questions dans le chat, mais il y a la main de M. Lenovo que je... Oui, bonjour, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Et mon nom c'est Abdul Aziz. Ok, bonjour, M. Je Abdul. suis dans le domaine de l'élevage. Quelles sont les pièces ou les ordres à fournir pour entamer le processus de visa? Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a il y a un problème d'âge, c'est-à-dire il y a âge limite pour migrer au Canada pour le travail ou bien comme pour l'étude? Ok, merci. Ça, c'est une très, très belle question. Je vois une question à deux volets. Je vais répondre à la dernière, commencer par la dernière. L'âge est très, 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 très important dans le processus d'immigration au Canada. Parce que les agents d'immigration, ils sont réfléchis et puis ils ont une logique. Si vous voulez aller en tant que visa étudiant, il faut que votre projet soit en concordance avec votre âge. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a par exemple 40 ans, qui travaille dans l'administration au pays, mais qui décide d'aller faire une formation au niveau collège, ce n'est pas un projet qui est tenable parce que c'est carrément, il veut changer de vie. Il doit vraiment justifier pourquoi il fait ce changement. Donc, souvent, pour le visa étudiant, c'est ceux qui viennent de finir le bac, qui ont commencé l'université, peut-être qui n'ont pas, je dirais, maximum 30 ans. C'est beaucoup plus plausible pour eux. Je ne dirais pas que les autres ne peuvent pas. Hein. Si vous avez la possibilité de justifier votre projet par des preuves, c'est correct, ça peut passer. Mais pour le travail, pour les visas de travailleurs, je pense qu'il n'y a pas de limite d'âge. Mais ici intervient le diplôme et l'expérience. Donc, si l'emploi que vous voulez occuper nécessite un diplôme et de l'expérience, vous devez prouver que vous l'avez. Et c'est un peu comme le travail de l'élevage que M. Abdulaziz est en train de dire. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de travailler dans ces domaines, d'aller chercher beaucoup plus un contrat de travail dans ces domaines. Ici, les emplois qui sont beaucoup plus accessibles, c'est les emplois de soutien, les emplois manuels. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de demandes de personnes à l'étranger. Donc, oui, vous pouvez regarder pour des contrats dans l'élevage si vous avez de l'expérience et postuler pour les offres. Il y a un site web où les emplois sont vraiment concentrés au Canada, c'est Guichet Emploi Canada. Donc, si vous allez sur ce site, vous pouvez faire des filtres, dépendamment du domaine, et postuler aux offres. Et si vous arrivez à avoir un contrat, vous allez faire votre processus de demande de permis de travail temporaire. Merci beaucoup. OK, ça fait plaisir. Donc, ici, alors, il y avait des questions. Pourquoi changer ma garde-robe? Je ne peux pas utiliser mes effets la même saison de l'année suivante. Oui, c'est bien possible. C'est bien possible, hein? Vous n'avez pas besoin de changer vos habits chaque semaine. Mais quand je dis changer de garde-robe, ben, à un moment donné, vous devez sortir tout ce qui est là, mettre de côté et mettre d'autres choses dedans. Mais les habits aussi, avec le temps, ça s'use. Ça perd leurs effets, surtout les habits d'hiver. Quand vous portez pendant un hiver, 2 hivers, 3e hiver, vous allez sentir que le froid est en train de rentrer parce que ça perd sa consistance. C'est un peu ça. Alors, une autre question, est-il possible pour un élève de terminale de faire une réservation dans une université au Canada en attendant l'obtention du bac? Oui, c'est possible, mais ce ne sera pas dans une université par contre. Ce sera dans un collège. Donc, ce sera une formation collégiale. Quelqu'un qui est en terminale, qui a de bonnes notes, surtout de bonnes notes, qui a déjà son BPC, oui, il peut commencer par faire sa formalité avec ce processus. Une autre question de Aplogan, 20 millions de francs CFA pour une formation. Hein. Parle-nous de la rentabilisation, s'il te plaît. OK. Ben, ce que j'ai oublié de souligner, et j'ai dit, qui est très important, qui est un atout pour vous, c'est que le permis d'études vient avec un permis de travail. Les études, là, c'est environ sur 8 mois. Donc, il y a 8 mois, vous allez étudier. 4 mois, vous n'allez pas étudier. Et la manière dont les études sont faites ici, ce n'est pas que vous étudiez du matin jusqu'au soir, jusqu'à tard dans la nuit. Soit vous étudiez tous les matins ou tous les soirs. Donc, vous avez la possibilité, en dehors de 12 heures de cours, d'aller travailler. Donc, si votre garant financier prend l'engagement de payer au moins la scolarité pour vous, ou même vous pouvez travailler et avoir les frais de substance.
La rentabilité ici, c'est quand vous allez commencer par travailler, parce que vous et moi, on sait qu'on émigre dans les pays développés, pas pour se retourner, pour y rester. Donc, quand vous allez avoir votre diplôme, vous allez souffrir pour avoir votre diplôme et de commencer par travailler. Uniquement le salaire minimum ici, c'est 15 $. Si vous travaillez pendant 40 heures, on prend les 15 $ de salaire minimum, ça vous fait environ un montant de 1 500 000 francs CFA par mois que vous allez gagner. Donc, c'est là, c'est intéressant. Quand vous allez finir votre formation, vous allez commencer par travailler. C'est là que vous allez commencer par vous faire de l'argent. Et ça, c'est le salaire minimum. C'est 15 $. Quelqu'un qui fait, je donne un exemple, un DEC en infirmerie, qui devient infirmier auxiliaire, qui finit, minimum qu'il va gagner, c'est 30-35 $. Donc, c'est beaucoup de sous que la personne doit gagner. C'est vrai que la vie est chère ici, mais si vous arrivez à vous comporter correctement, oui, vous pouvez économiser et rentabiliser l'investissement que vous avez fait. Et l'autre chose aussi, bon, c'est une génération de Canadiens que vous êtes en train de mettre dans votre famille. C'est pourquoi moi, je dis souvent aux gens que j'accompagne, le processus d'immigration, c'est un processus familial. C'est un processus familial. Donc, la famille s'entend pour envoyer quelqu'un le plus sérieux à l'extérieur. On lui remet tout l'argent de la famille. Il va étudier, il finit sa formation, il a la résidence, il occupe un bon boulot et il va faire venir les autres. Il va faire venir les autres. Parce que quand vous avez la résidence, ça débloque tout. Vous pouvez parrainer vos parents. Si vous avez des frères et sœurs, vous pouvez les aider. Vous occupez un très bon emploi ici. Vous pouvez même changer de domaine, aller étudier, faire de très grandes études, devenir médecin, avocat, notaire et construire une famille canadienne en bonne et due forme. Parce que le Canada, c'est un pays développé, c'est un pays qui est classé 5e en matière de pays où il fait le plus, où le bonheur est le plus élevé au monde. Donc, le niveau de vie, la qualité de vie, c'est ça qui est l'avantage qui est dans l'immigration. Donc, c'est un peu rentabilité, c'est un peu ce que je dis, aussi bien économiquement que qualité de vie. Alors, j'ai la main de M. Apollinaire Saunon. Oui, bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour les détails que vous avez apportés. Ma question est de savoir, pour quelqu'un qui a une licence en biochimie et une deuxième licence en biologie, d'accord, pour parler des sciences naturelles, et qui voudrait maintenant changer de domaine pour aller peut-être en médecine ou carrément d'un domaine qui sort de la biologie humaine ou de la biologie animale. Je voudrais dans un premier temps savoir s'il y a cette possibilité. Et de deux, est-ce qu'il faut forcément avoir un master +1 avant de pouvoir se lancer dans ce processus? Parce que vu que la licence est doublée et que, bon, je vais dire une licence bien soutenue, l'autre, d'autant plus que c'est la biologie, mais sauf que l'autre, c'est la biologie des sciences naturelles et l'autre, c'est la biochimie. Donc, je voudrais bien que vous me donniez un peu plus d'éclaircissement du fait que vous avez dit licence plus ou master plus. Non, 4 ans. Voilà, bac plus 4 ans, c'est ce que vous avez dit. Merci bien. OK, merci, M. Apollinaire Saunon. Je dirais que chaque cas est particulier. Et comme je dis, chaque école, chaque université, il va avec ses règles. Donc, il n'y a pas de règles précises, il n'y a pas de ça, si je fais ça, ça va marcher, ça ne va pas marcher, il n'y a pas ça. Parce que la première des choses, comme j'ai dit, pour le visa étudiant, ça commence par l'admission de l'école ou de l'université. Donc, oui, vous avez la possibilité de rechercher directement un doctorat ou peut-être pour d'abord une maîtrise, parce que moins le diplôme est élevé, moins la procédure sera dure, bien sera compliquée. Comprenez? Le Canada aussi est très sélectif sur les études universitaires de 2e cycle, 3e cycle. Et il faut commencer par chercher la formation que vous faites. Si c'est un doctorat que vous faites, vous allez sur le site des universités et vous vérifiez les conditions d'admission. Toutes les universités ont un système qui permet à chacun dans son pays de savoir si la formation qu'il a peut lui permettre d'avoir l'admission dans ce domaine. Donc, si vous êtes d'un pays, vous êtes je donne un exemple, du Bénin, vous pouvez taper le pays, le Bénin, et il va vous dire par rapport à cette formation, voilà le diplôme qu'il faut avoir. Si c'est licence, si c'est une maîtrise, il va vous dire exactement.
Et c'est un peu ce travail d'accompagnement que nous avons fait. Parce que nous, on va chercher l'information. C'est que la recherche de l'information aussi, c'est vraiment fastidieux. Et il faut reconnaître aussi les sites qui sont les vrais sites. Parce qu'il y a de faux sites web qui existent. Donc, c'est possible, dans votre cas, de vérifier ce qui est plausible pour vous. Mais par exemple, moi, je donne un exemple. Hein, dans votre cas, j'en fais un cas d'école, si vous me permettez, bien sûr. Moi, je vous orienterai un peu peut-être vers l'infirmerie. Vers l'infirmerie. Parce que j'ai dit tantôt, quand vous avez la résidence permanente, ça vous ouvre toutes les portes. Donc, peut-être vous faites votre projet sur un baccalauréat en infirmerie, ce qui va être plausible parce que vous avez étudié en biochimie, c'est les sciences naturelles. Et quand vous avez votre diplôme, vous avez votre résidence, alors vous entamez la procédure pour votre doctorat. C'est quelque chose qui est beaucoup plus potable que je vois pour vous. Alors, j'avais un... OK. Donc, il y a M. Ouedraogo qui a sa main levée. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien, M. Ouedraogo. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. OK. Et j'avais deux petites questions. Voilà, j'avais deux petites questions. Oui. La première question, voilà, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur les deux types de recherche de possibilités d'immigration. Vous avez dit si tu bâtis ton projet sur la demande d'emploi pour aller faire ton immigration, tu as moins de chances par rapport à celui qui va bâtir son projet sur les études. Voilà, mais je voulais savoir, et celui-là qui bâtit sur la recherche d'emploi, et quelles sont vraiment les chances, quelles sont vraiment les possibilités, quelles sont vraiment les portes même d'entrée pour celui-là qui veut baser son entrée, son immigration sur, voilà, sur l'emploi. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport au site. Vous avez parlé tantôt de sites où il faut faire vraiment attention. Oui. Allô? Dernièrement, je partage une expérience où fait avec une société d'immigration. Oui, allô? Oui, je vous écoute. Expérience Canada Visa Expert. Voilà. Et par la suite, j'ai eu peur parce que j'ai comme l'impression que c'était évolué. C'était même, on a commencé à demander des paiements. Bon, j'ai eu peur parce que comme tout s'est passé en ligne, je n'étais pas vraiment rassuré. Ils m'ont même dit, si je connais quelqu'un au Canada, de contacter pour qu'il vienne vérifier. J'ai dit, tout cela c'est vrai, mais bon, c'est vrai que je ne connais pas quelqu'un là-bas, mais et c'est pas aussi. J'étais vraiment très réticent vu la manière dont ça s'est passé. OK. Ils m'ont demandé le numéro carte Visa que j'ai Oui. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou... Je pense que la connexion de M. Ouedraogo n'est pas vraiment stable, parce qu'on l'entend. Monsieur Ouedraogo, on a du mal à vous entendre. Avec votre permission, je vais vous mettre sur mute et puis je vais commencer par... Qui avait commencé même à débiter et demander une autorisation de débiter directement mon compte comme cela sans mon règle. Ils m'ont relancé plusieurs fois, mais j'ai vraiment... je me permets de commencer par répondre à ces questions. Je vais commencer par la dernière partie. Donc, les sites web pour la recherche d'emploi. Il faut vraiment faire attention parce que il y a tellement de choses. Mais vous allez voir des gens qui ont des numéros canadiens aujourd'hui, vont vous dire ici de demander aux gens d'appeler
Ils vont vérifier, oui, c'est vrai, mais c'est des réseaux c'est vraiment des réseaux d'arnaqueurs. Et à la fin, l'objectif, c'est que vous devez commencer par envoyer des gens. Si vous connaissez physiquement la personne, ça peut aller. Ça dépend aussi du degré de confiance que vous envoyez à la personne. Donc, le mieux, c'est de faire affaire, si vous voulez faire affaire à des agences peut-être qui ont des représentations dans votre pays. Là aussi, il faut faire attention. Il y a tellement d'arnaques dans ce domaine que vous devez y aller par votre jugement et de faire très, très attention. En principe, un employeur au Canada qui décide de vous employer ne va pas vous demander de l'argent avant de vous faire venir. En principe, il peut vous demander des documents qui vont vous faire dépenser, mais il ne va jamais vous demander de lui faire un virement, de lui faire un transfert. Non. Je sais quand même qu'il y a des agences qui existent, qui ont des contrats, qui les vendent. Ça n'engage que, mais dans la loi, un employeur canadien n'a pas le droit de demander de l'argent à quelqu'un avant de l'employer. Pour la première partie de sa question, je n'ai pas dit qu'il y a moins de chances pour le visa de travail temporaire. C'est qu'il y a moins de flexibilité. Parce que quand vous avez votre permis de travail temporaire pour le Canada, vous ne pouvez travailler que pour cette entreprise. C'est un permis de travail qui est fermé. Vous comprenez? Donc, si vous êtes recruté en tant que cuisinier, vous ne pouvez faire que la cuisine pendant les 2 ans ou les 3 ans du contrat. C'est un peu ça. Dans l'entreprise, vous pouvez changer de poste. Si vous vous comportez bien, on peut vous donner de promotion. Alors que visa étudiant, bon, vous pouvez étudier là où vous voulez, dans ce que vous voulez, et vous avez votre permis de travail qui peut vous permettre de travailler dans ce que vous voulez. C'est juste cette flexibilité. Mais les deux sont de bons chemins et ça dépend du profil de la personne. Alors, je vais répondre à quelques questions qui sont dans le chat. Ici, on demande, est-ce qu'il sera reconnu par le Canada? C'est comme pour la formation, le bac. Oui, le bac africain est reconnu par le Canada. Mais comme j'ai dit, le système canadien est particulier. Donc, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a un bac qui vient ici qui peut commencer l'université. L'université peut refuser comme il peut accepter. Mais moi, dans la majorité des cas que je vois, les formations universitaires ici sont tellement intenses que quelqu'un qui a le bac, je préfère l'orienter vers le collège parce que c'est beaucoup plus aisé, c'est beaucoup plus correct. Ça ne sert à rien aussi de venir ici avec une admission, de commencer les cours et de voir que nous ne pouvons pas supporter. Donc, c'est pourquoi, c'est juste une orientation, mais quelqu'un qui a le bac, il peut s'inscrire à l'université ici. Et je dis toujours, il faut aller lire les conditions pour voir. Il y a des universités qui exigent le bac plus 1, il y a des universités qui exigent le bac plus 2, il y a d'autres universités qui exigent seulement le bac. Donc, il faut vraiment vérifier. Chaque université, il va avec son truc. Quelqu'un qui a une licence en sociologie peut s'orienter dans quel domaine au Canada? Bon, je dirais vaguement peut-être dans le domaine de l'enseignement ou dans le domaine peut-être de la gestion publique ou de la communication. Oui, c'est bien possible. Personne ne peut pouvoir étudier. Alors, les sites fiables pour s'informer sur l'immigration, le seul site, c'est le site de l'IRCC. C'est vraiment le site de l'IRCC. C'est le site fiable. C'est le site du gouvernement. Et ils ont tout fait pour que ce site-là ne soit pas piraté. Donc, si vous voulez avoir des informations, allez sur ce site et vous allez les avoir. Alors, peut-on avoir la liste des sites fiables pour les programmes disponibles dans les universités? Je dirais là aussi, ça dépend de votre formation. Hein. Par exemple, il y a l'UQAM, il y a l'Université de Montréal, l'Université de Laval. Ça, c'est des universités au Québec que je maîtrise, qui sont quand même des universités reconnues pour lesquelles. Mais peut-être, si vous voulez avoir quand même des informations personnelles, il faut contacter Sobodiva, qui va vous mettre en contact avec moi et je peux vous accompagner personnellement pour vous orienter par rapport à votre cas. J'ai la main de Egbaï qui est levée. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame Egbaï. Oui, sincère merci pour votre entretien. Et moi, j'aimerais savoir si quelqu'un qui a le master en gestion des ressources naturelles peut-il directement postuler pour faire la thèse de doctorat au Canada?
toujours dans la matière, en environnement ou en gestion des ressources naturelles? Merci beaucoup. Oui, merci Madame Ibaye pour votre question. Donc, c'est bien possible. Le Canada, c'est le pays de toutes les possibilités, mais c'est aussi le pays de toutes les conditions. Donc, vous, dans votre cas, la première des choses, il faut commencer par chercher votre formation doctorale que vous voulez faire et sur le site de l'université, vérifier les conditions d'admission. Vous comprenez? Donc, selon les conditions d'admission, vous allez voir, est-ce que vous, votre cas particulier, s'y prête? Parce que oui, vous avez la formation, peut-être qu'eux, ils vont demander, en plus de la formation, de l'expérience, ou bien peut-être avoir votre document que vous avez rédigé. Donc, chaque université y va vraiment. Vous comprenez un peu? Donc, Oui. vous cherchez d'abord la formation de l'université et regardez les conditions d'admission que l'université présente. D'accord. Et si vous voyez qu'avec le doctorat, ça ne fonctionne pas, vous pouvez descendre d'un niveau, vous pouvez aller chercher pour une maîtrise ou bien un TESS. Vous allez voir, plus vous descendez, moins les conditions sont rigoureuses. Et là, vous allez pouvoir faire votre choix. D'accord. Merci beaucoup. OK, je vous en prie. Donc, juste pour résumer ma dernière intervention, comme je disais, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui trouvent que leur projet est tenable, ils peuvent contacter le Sobotiva pour le mettre en contact et on va regarder avec eux la possibilité. Parce que nous, ce que nous faisons, on regarde toujours la possibilité avant de dire à la personne, OK, embarquons dans un contrat. Parce que si la personne vient avec son projet d'études et on constate que oui, c'est mieux d'aller chercher un travail, ben, on va lui dire en toute franchise, parce que nous, on n'est pas là pour se faire de l'argent, mais pour accompagner les gens. Parce que on sait que le Canada, c'est un pays de choix. Et quelqu'un qui est sérieux, qui vient ici, avec n'importe quel statut, il peut s'en sortir. N'importe quel statut. Il peut s'en sortir. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais pour avoir sa résidence, sa nationalité, et faire venir plus tard sa famille, faire profiter sa famille de tout cela. Et ce n'est pas de l'immigration illégale, c'est différent de ce qui se fait en Europe où il faut prendre par bateau, il faut prendre par chemin. Pour le Canada, ça aussi, ça existe. Les gens, ils le font. Ils passent par les chemins, ils font 40 jours sur le chemin avant d'arriver ici comme réfugiés et autres. Mais ce n'est pas ça que nous proposons. Ce n'est pas ça que nous voulons plus ça pour nos frères et sœurs africains. C'est pourquoi nous avons décidé de donner l'information juste, d'éclairer les gens pour qu'ils savent que, oui, c'est possible de venir ici dignement, mais voilà les conditions, voilà ce qui se présente ici. Alors, j'ai une question. Puis-je avoir le coût d'intervention de Sobotiva pour un projet d'immigration? Oui, monsieur Odrago, ça dépend de la situation, ça dépend de quel type de projet on veut faire avec vous. Donc, il n'y a pas un tarif global pour tout le monde, il n'y en a pas. Donc, ça dépend de votre situation. Quand on va échanger avec vous et on va trouver que c'est tel projet qui intervient pour vous et on va vous donner les justifications. Là, on pourra échanger de tarifs, de conditions de paiement et aussi de la documentation qu'il faut fournir par rapport à ça. Donc, c'est vraiment au cas par cas, c'est vraiment lié à la situation de la personne. Je ne vois pas d'autres mains. Madame Géraldine? Oui, ok, je pense que nous avons épuisé toutes les questions. Il y a le nouveau qui a levé la main. C'est monsieur Abdelaziz, je pense. Hein? Oui, je reviens encore pour une question. Merci beaucoup pour l'intervention. Et je voudrais savoir, est-ce que vous travaillez seulement sur l'immigration au Canada ou bien pour d'autres pays aussi? OK, notre partenariat avec Sobotiva, c'est vraiment concentré sur le Canada. C'est vraiment concentré sur le Canada parce que c'est au Canada que moi je suis et que j'ai mes collaborateurs avec qui je travaille. C'est ça qu'on maîtrise. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est quand même qu'au niveau de Sobotiva, il y a d'autres projets en cours pour pouvoir élargir la chose à d'autres pays. Donc, ça, je passe sous le contrôle du staff de Sobotiva. Merci beaucoup. OK.
Ok, je pense que là, on a plein de questions. Je pense qu'on a épuisé toutes les questions. Merci beaucoup. Il y a une autre. Ok, je vois une autre question là. Est-ce possible pour un immigrant de s'autofinancer pour les autres années restantes de sa formation, vu qu'il peut travailler en étudiant? Je vous dirais, oui, c'est possible et j'en ai vu. J'en ai vu plein. J'en ai vu tellement de choses, des gens qui sont tellement courageux. Et ça dépend de la situation de la personne. Vous allez voir que tout ce qu'on dit, ça dépend, oui, parce que nous sommes des êtres anthropologiques. Il n'y a aucune ressemblance entre nous. Même les jumeaux qui sont nés dans le même ventre, même poche, il y a toujours des différences. Donc oui, c'est possible. Hein? Quelqu'un qui vient ici, ses parents l'aident pour la première année, s'il travaille bien à côté de ses études, donc il doit choisir les études qui ne vont pas lui prendre aussi trop de temps. Vous voyez? Donc, il peut travailler, économiser, et puis les autres années, s'autofinancer jusqu'à avoir son diplôme. Parce que le travail, ça existe. Le travail de qualité, ça existe. On a la possibilité d'avoir 2 ou 3 emplois. Tu peux avoir des travails de nuit, tu peux avoir des travails de soir pour le faire. Donc, c'est chacun qui va avec son projet, si c'est là où il va, comment est-ce qu'il s'oriente dans sa direction. Donc, oui, c'est possible. Est-ce qu'un projet de démarche d'immigration au Canada avec ce Sopodiba peut échouer? Ben, c'est ceux qui vont rentrer en communication avec nous. Il y a une clause qu'on fait signer à tout le monde. Le visa, là, nous ne le donnons pas. Et nous n'avons personne au niveau de l'IRCC, donc Immigration Canada, qui nous aide pour les visas. Non, c'est le gouvernement qui donne le visa. Le gouvernement fédéral qui donne le visa. Donc, il se peut que oui, qu'il y ait des refus, mais un refus, ça se corrige parce que l'agent d'immigration, quand il refuse votre dossier, vous dit pourquoi il a refusé. Donc, vous avez la possibilité de corriger, de soumettre les documents et ça finit par passer. Donc, le visa, ça se donne vraiment au niveau du gouvernement. Nous nous aidons dans le montage du dossier pour lui donner toutes les chances d'aboutir et éviter le stress. C'est un peu ça. Taux de réussite, ben, on n'a pas fait de statistiques pour le savoir exactement, mais il arrive que les dossiers ne passent pas, échouent, dépendamment du centre de traitement. Parfois, on change même de centre de traitement pour pouvoir faire passer les dossiers. Oui, c'est possible de chercher aussi un emploi dans n'importe quel domaine. Donc, comme j'ai dit, il faut aller sur le site Guichet Emploi Canada. C'est vraiment le plus grand site de recherche d'emploi au Canada. Et vous filtrez avec votre domaine d'intervention et vous allez pouvoir trouver les emplois qui vous correspondent et puis postuler. Mais comme j'ai dit, les emplois pour lesquels on cherche beaucoup plus de gens à l'étranger, c'est vraiment les emplois de soutien. Donc, tout ce qui est manuel, tout ce qui est emploi de premier niveau. Voilà. Donc, je pense que ça va être la dernière question que je vais prendre. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes tous en contact avec Sopotiba. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à envoyer. Je vais aller chercher l'URL, je vais mettre dans le dossier. Ça ne va pas être long. Ça va pas long. Voilà, le site web de recherche d'emploi au Canada. C'est ça. Donc, Madame Géraldine, je vous passe la parole. Merci beaucoup, M. Marie-Antoine. Donc, comme vous l'avez dit, pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui voudraient préparer leur dossier d'immigration sur le Canada, ils peuvent toutefois entrer en contact avec nous et nous les mettre en contact avec vous, que vous puissiez les accompagner. Je laisse dans la boîte de discussion le contact disponible pour ceux qui ne l'ont pas. Vous pouvez contacter et on verra ensemble comment vous assister.
Merci une fois encore, Monsieur Marie-Antoine, de vous être rendu disponible. Ça fait plaisir. Très, très bonne journée à tout le monde et bonne fin de semaine. Merci à vous de même. Au revoir. Bye. Merci à vous de même. Hello, Geraldine. Yes, hello, Mr. Mabe. Yes, Marie-Antoine, thank you so much. I think we will now try to go and discuss what we understood in our breakout rooms and practice our English out of everything that we've learned today. I don't know if there is anybody who would already like to summarize what you've learned today after listening to the discussions. Mr. Aplogan, would you like to tell us what you were able to grab out of all the presentation made by Mr. Marie-Antoine? Okay, thank you, Coach. I don't have many things to say, but I am a student in Sopo Diva. I don't do a program to study in Canada. But for those who want to study in Canada, they can contact Sopo Diva to have more information, to know how to do, how to travel, how to give all papers, all certificates and other things, and how many money or how much money they will spend to study there, and finally to stay in Canada. Thank you. Okay, that's what you have to say. You will definitely say more than that in the group discussion very soon. Mr. Afo, do you have something to tell us? Okay, thank you. Good afternoon, everyone. Yes. Mr. Antoine explained to us the process to join and stay at Canada, mainly at Quebec, the state of Quebec is the first French, the state when they use French, we speak French. So he explained the process. I have one of my students who is going to Canada in next September. So I know also this the process. And yesterday she sent me a message, a good one message, because they accepted to give her the visa. It's a very, 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 very good information because last time we have more than, so around 10 persons who applied for a visa, but they don't get it. They spend a lot of money. So since yesterday night, I was very, very, very happy. Okay, thank you. Great for sharing this with us. But we will go in small groups, okay, with one coach, and we discuss everything that we've heard today. If the message was clear, what did you understand? If anybody should ask you, oh, I'm interested in going and studying in Canada now, what will you tell the person? What kind of advice can you really let the person follow? Okay, so I'm creating 4 groups, breakout groups, and you go and you discuss about what you have just listened to. Okay. So 4 groups. The group have been created. Geraldine, you will take care of the discussions in group 1. In group 2, I think I may move Geraldine, I may move Coach Christopher. Coach Christopher, can I hear you? Can you take care of room 2?
Yeah, sir. Okay. Okay, that's good. Then Razak will take care of room 3. And in room 4, I would like to hear Eunice. Are you with us? Can you take care of room 4? I can see her connected. Yes, sir. Okay, I'm thank there. you. So I'm starting all the sessions. Accept, join your group, and then have a fruitful discussion. 20 minutes of discussion around this. Maybe you don't want to go to Canada, you would like to go elsewhere. Let us just know where. You may like to stay in Africa as well. And then you will stay with me because I like staying in Africa. Thank you. Just accept and join your group, please. Make sure you accept and join your group. Razak, you are the one to take care of group 3. So make sure you join room 3. Who is on a computer called Lenovo? Locono. Okay, everybody is gone.